Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Dimanche en politique. Chasse, pêche aux voix, nature et élections au programme de cette émission. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Michel Rivasi. Bonjour Madame Rivasi. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Michel Rivasi, vous êtes députée européenne, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes née en février 1953, le 9 exactement. Ce jour-là, les éditions Hachette publient les premiers titres d'une collection appelée Un grand avenir, le livre de poche. En Hollande, une inondation gigantesque provoque la mort de 1800 personnes. 100 000 autres sont sans abri. Le marché européen du charbon et de l'acier est ouvert. Et puis au cinéma, Jacques Tati sort un film dont le titre résonne à une oreille écolo de 2016, Les vacances de Monsieur Hulot. Vous êtes drômoise, scolarité à Montélimar, prépa à Lyon, agrégée de biologie, vous êtes une scientifique de formation. Vous auriez pu faire une belle carrière dans l'enseignement, mais un événement va changer le cours de votre vie. L'explosion du réacteur de la centrale nucléaire Lénine à Tchernobyl en 1986. On aura l'occasion d'y revenir. Vous participez à la création de la CRIRAD, un laboratoire indépendant basé à Valence qui va mesurer les retombées du nuage radioactif. Votre engagement pour la cause écolo est scellé. Un temps socialiste, vous optez ensuite pour les Verts et puis Europe Écologie Les Verts. Donc vous êtes l'une des 4 candidates à la primaire. Alors l'écologie, l'environnement, la biodiversité, on va beaucoup en parler au cours de notre débat avec un chasseur responsable de la Fédération du Rhône. Il s'appelle Christian Chailloux. Il viendra débattre avec nous dans quelques minutes. Quel événement a marqué votre engagement politique, Michel Rivasi ? Je viens un peu devant de la mèche. C'était il y a 30 ans. On va regarder ces images ensemble. Dites-moi, regardez les images qui sont devant vous. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'époque en apprenant la catastrophe de Tchernobyl ? J'avoue que j'ai été assez traumatisée parce que, vous savez, à l'époque, on disait qu'un accident nucléaire était impossible, qu'on avait pris toutes les précautions. Et là, c'était à la fois loin, mais je me disais, s'il y a un nuage radioactif, il faut voir vraiment la météo. Vous avez eu peur ? Ah ben oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur, pourquoi ? Parce que nous, en France, on est le pays qui est le plus nucléarisé au monde. Donc, à partir du moment où... et vous voyez, là, c'était... 1987, cette image. Vous voyez, ça me trouble toujours, parce que ça a été pour moi incroyable et terrible. D'abord, mon mari à l'époque était pilote de ligne, et donc il me disait, mais il faut... tous les autres pays prennent des mesures, il faut vraiment savoir ce qu'il en est. Nous, on fait des prélèvements. Et heureusement que j'étais issue de Normal Sup parce que j'ai pu appeler des profs, et notamment à Villeurbanne, pour qu'ils me fassent des mesures de radioactivité. Et là, lorsqu'on est allé à Villeurbanne, on avait prélevé du sol, des végétaux, etc. On a vu qu'il y avait tous les radioéléments. Et à l'époque, c'était le stop, le nuage à éviter la France. Et je suis née d'un mensonge d'État. Eh bien justement, ce mensonge d'État, j'aimerais bien qu'on se le rappelle. Le nuage ne passera pas, disaient à l'époque les autorités. On les écoute. On a fait tellement de catastrophisme sur le plan du nucléaire qu'on risque de déclencher des paniques. Il n'y a de fait aucune raison, de par les conditions météorologiques elles-mêmes, que quoi que ce soit mesuré en France. Aucun danger n'existe actuellement sur le plan de la consommation, ni sur le plan de la consommation de la viande et du lait dans la Drôme. Est-ce que quelque chose a changé depuis 1986 ? Il y a eu la création de la CRIRAD, quand même ce premier laboratoire indépendant de mesures de radioactivité. Et de la SN aussi, 2006, la SN aussi a changé quand même un certain nombre de choses. L'autorité de sûreté nucléaire, c'est sur la sûreté. Mais l'information, avant, il y avait le monopole du SCPRI, quand vous voyez Pellerin, là, le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui nous disait, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, je vais vous dire ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci. Donc ça a changé parce qu'en plus, on a des balises de mesures de radioactivité qui sont à peu près partout sur le territoire français. Donc, contre-pouvoir qui n'existait pas du tout à l'époque. Un mot sur la CRIRAD. J'ai vu les chiffres de 2014, j'ai pas vu les chiffres de 2015. Elle est financée en partie par des dons, à peu près 40%. Elle reçoit aussi une subvention du département de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, de la ville de Montélimar aussi, de l'Aglo. Et du conseil régional. Et du conseil régional. Et vous savez le montant de cette subvention, c'est à peu près 200 000 €. Oui. Est-ce que vous savez si elle sera maintenue d'après vos informations ? Elle n'est pas reconduite. Mais alors, ce n'est pas une subvention, si vous voulez, pour aider la CRIRAD, c'est une subvention pour
pour analyser et faire des mesures indépendantes sur la radioactivité de l'air, puisqu'il y a énormément de balises, donc une partie était financée par la région. Ça veut dire que M. Wauquiez, en refusant de subventionner la CRIRAD, eh bien, refuse d'avoir des mesures indépendantes sur la radioactivité. Et ça, c'est très grave, si vous voulez, d'un point de vue indépendance des mesures. Si demain, il y a un pépin, et vous avez vu l'état de nos centrales, il y a un rapport hier qui est sorti en disant que 32 de nos centrales ont des éléments défectueux. Donc on n'est pas du tout à l'abri, que ce soit français, d'ailleurs, européen ou international. Mardi soir, chez nos confrères de LCP de Public Sénat, avait lieu le premier débat des candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont 4, Karima Delli, Cécile Duflot, Yannick Jadot et vous-même, donc Michel Rivasi. Image consensuelle, unité surprenante, mon Dieu, ils sont tous d'accord sur les propositions. Et du coup, la question, c'est mais pourquoi faire une primaire ? Mais c'est important de faire une primaire d'abord, parce qu'on. Non, mais vous êtes tous d'accord sur le fond ? Sur les projets, on va dire sur les projets, les propositions. Sur les projets, parce que l'écologie, c'est pas que l'environnement, il y a une dimension sociale, économique. En plus, on apporte des solutions que les autres partis n'apportent pas, que ça soit sur l'emploi. Non mais d'accord, mais entre vous, parce que c'est toujours un signe que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais non, c'est de dire, ce sont les gens qui vont voter pour les candidats, en disant quel est le candidat dont la personnalité sera la plus, je dirais, qui incarnera le plus l'écologie politique. Donc la primaire, c'était un bon choix. La primaire, c'est un bon choix, ça fait parler d'écologie politique, et en plus, vous voyez que là, vous avez 4 profils différents. Alors je voudrais vous faire, je vais lire une phrase, et c'est une petite devinette, je vais vous demander de dire qui a dit cette phrase. Cette phrase, la voici. Je considère que ce processus de désignation citoyenne, s'il est défendable démocratiquement, doit être évité car il ne correspond pas aux valeurs et à ce qui a fait Europe Écologie depuis 2 ans. Qui a dit cette phrase ? Bon, c'est peut-être Dany, non ? Eh bien non, c'est vous-même. Vous avez prononcé cette phrase le 12 avril 2011. Je l'ai même trouvée sur votre site internet, en tout cas de députée européenne. Oui. Pourquoi vous avez changé d'avis ? Parce que, si vous voulez, notre parti a subi énormément de problèmes, et notamment des courtisans, vous voyez, qui ont préféré leur ambition personnelle que de défendre l'écologie. Bon. Après, on voulait nous imposer une candidature. Et moi, j'ai poussé à ce qu'il y ait une primaire, parce que j'estime que c'est aux militants et à tout le réseau, parce que cette primaire, elle est ouverte à tout le monde. Et vous ne parlez pas Nicolas Hulot, parce qu'en fait, Nicolas Hulot, c'était un peu l'homme providentiel chez vous. S'il s'était engagé, il n'y aurait pas eu de primaire. Moi, j'étais pour que Nicolas Hulot se présente. J'ai tout fait. D'ailleurs, je disais qu'un peu les vacances de Hulot, ça se prolongeait un peu trop. Je voulais que, vous voyez, il prenne position même, disons, dès le mois de septembre pour organiser, vous voyez, pour faire des comités locaux, vraiment, qui est une campagne incroyable. Et d'ailleurs, tous les écologistes étaient pour que Nicolas Hulot se présente. Bon, il a, pour des raisons personnelles, refusé de partir. Donc, il fallait assez vite qu'on organise des primaires. Et je l'avais lancé il y a déjà 1 an en disant, si Nicolas Hulot n'y va pas, parce que j'étais un peu sceptique. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a fait énormément avancer, vous voyez, la cause environnementale et tout ce qui se passe au niveau du climat. Mais il n'est pas parti. Mais comme il n'a pas été élu, vous savez, moi je le vois même chez Macron, quand les gens ne sont pas élus, qui ne se sont pas frottés au peuple français, eh bien, ils ont un peu de mal à aller dans l'arène. Deux questions de fond. D'abord, je voudrais revenir sur une des propositions que vous portez, vous n'êtes pas la seule, sur le revenu de base. Un revenu de base universel qui serait donné à chacun des citoyens de notre pays. Il est compris entre 800 et 1000 euros, c'est ce que vous dites ? Moi, c'est ce que je défends, oui. J'ai vu le coût de la mesure, 500 milliards par an. Oui. 500 milliards, c'est plus que le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est à peu près 370 milliards. C'est le budget de la sécurité sociale. Mais comment on finance une telle mesure ? Eh bien, écoutez, il y a eu une proposition qui a été faite par un sénateur, M. De Cessart, qui dit, si on met tout ce qui est allocation, vous voyez, allocation chômage, allocation familiale, si on met toutes ces niches, vous voyez, les primes à l'emploi, etc., on fait aussi des économies sur tout ce qui touche au pôle emploi. Après, eh ben, il y a une fiscalité, et cette fiscalité, elle est en fonction du revenu. Donc ça veut dire que demain, nos enfants, ils auront tous en revenu. Alors d'ailleurs, on distingue revenu pour les enfants et pour les adultes. Vous connaissez l'argument quand vous opposez, de vous dire, mais du coup, pourquoi se lever le matin ? Pourquoi aller travailler ? Si de toute manière, j'ai un revenu qui tombe tous les mois, entre 800 et 1000 euros, finalement, pourquoi aller travailler ? Bon, d'abord, avec 800 et 1000 euros, vous n'allez pas... non, mais si par exemple, vous avez 3 personnes à la maison, 4 personnes, ça vous assure un revenu, on va dire, allez, entre 3 et 4 000 euros. Oui, vous voyez, cette question-là, elle est posée. Oui. Derrière, sous-jacent, c'est la question de l'assistanat. Vous voyez un peu. Mais tout à fait. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y aura pas de l'emploi pour tout le monde. Il faut résoudre le problème de la pauvreté.
des petites retraites, etc. Et en plus, il y a des expériences qui ont été faites en Alaska. Moi, j'ai regardé de près, hein, au Canada, et ils s'aperçoivent que quand on donne ce revenu de base, eh bien, il y a 8% des gens qui travaillent, si vous voulez, qui diminuent leur temps de travail. Ça veut dire que moi, je reçois 1 000 euros, mais j'ai envie de travailler. Et donc, ça se rajoute à vos 1 000 euros. Si j'ai pas envie, eh ben, je peux... Parce que demain, par exemple, vous touchez 1 000 euros, vous croyez que vous allez rien faire ? Vous croyez que vous allez rester dans votre lit et pas bouger de la journée ? Non. Vous allez aller dans des associations. Je suis sûre que vous avez plein de compétences et vous voulez les partager avec d'autres. Non, mais on est tous comme ça. On a envie, quand on est libéré d'un certain nombre de choses, de donner aux autres. Et c'est ça l'intérêt. Et en plus, avec l'emploi, quand on parle de la robotisation, quand on parle d'Internet, etc., vous avez 50% des emplois qui vont être détruits. On va faire quoi des gens ? Allez, on a beaucoup parlé tous les deux. On va voir le selfie que vous nous avez envoyé cette semaine. Hein. C'est un selfie en fait qui a été pris en fin de semaine. C'était vendredi exactement. Décrivez-nous ce selfie qu'on va découvrir. Donc, on vous voit en premier plan derrière des militants et puis on voit une affiche. On est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on est à Privas. On est au tribunal de grande instance de Privas parce que 2 personnes, des faucheurs volontaires, étaient intervenues dans une grande surface pour mettre produits toxiques sur du Roundup. Et effectivement, alors là, ça me renvoie à mon poste de député européen. Vous savez qu'on se bagarre pour faire reconnaître le glyphosate comme cancérogène. Glyphosate, donc, qui est un herbicide qu'on trouve substance dans le active Roundup. qu'on trouve dans le Roundup. Voilà. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'études. Ça a été reconnu même par l'Organisation mondiale de la santé. Oui, mais pas reconnu par l'autorité européenne. Qui est l'agence européenne et qui ne voulait pas donner les études. C'est-à-dire qu'ils donnaient un avis en disant c'est pas cancérogène. On leur disait sur quelle base vous avez ces études. On dit elles sont confidentielles. Et depuis hier, c'est tout nouveau. Eh bien, le directeur est venu dans mon bureau pour me dire c'est bon. Vous m'avez attaqué, Madame Rivasi, et notamment... Le directeur de l'EFSA Le directeur de l'EFSA, reconnaît que le glyphosate... Eh bien non, il dit toutes les études qui sont confidentielles, on va vous les fournir. Donc on en saura plus dans les jours qui viennent. Et dans 2 mois, il me fait parvenir un CD. Donc vous voyez que le combat... Moi, je suis une candidate de combat. C'est-à-dire, mais oui, mais je ne lâche pas. Ça tombe bien parce qu'on va... Parce que les politiques, en général, ils font des grands discours, mais je ne lâche pas. On ne va pas parler de combat, puisque maintenant, c'est du débat. C'est le gros morceau de Dimanche en politique, le débat. Alors, Christian Chailloux est chasseur depuis 10 ans. 10 ans seulement, une passion assez tardive. Ce mercredi, il était du reste de sortie, mais il n'a rien tiré, juste pour faire courir les chiens, comme on dit. Christian Chailloux est l'un des responsables de la Fédération des chasseurs de la Drôme. Bonjour à vous. Non, pas du Rhône, excusez-moi, j'ai fait une erreur en début d'émission. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mes hommages, madame. Mais Monsieur Chailloux, j'ai une question. Est-ce que vous vous considérez comme un écologiste à part entière ? Alors, quel est le périmètre de la définition d'écologie ? Est-ce que vous êtes un protecteur de l'environnement ? Est-ce que vous défendez la biodiversité ? Ça fait partie de vos valeurs ? Alors, ça fait partie des valeurs et ça fait partie des textes qui conditionnent effectivement l'exercice de cette activité, puisque c'est inscrit dans les statuts des ACCA, des fédérations de chasseurs, que tout gestionnaire de territoire doit se préoccuper effectivement de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et faire en sorte que la faune comme la flore puisse trouver un équilibre le plus consensuel possible. Donc vous considérez comme un écologiste, un défenseur de l'environnement ? Un défenseur de l'environnement. Un défenseur... Un écologiste, ils ont du mal à le dire. Mais un défenseur opérationnel. Non, vous le dites, écologiste. Non, on ne dit pas, on n'a pas de mal à le dire, madame, puisque de toute façon, le thème développé pour la Fédération des chasseurs de la Drôme, c'est l'écologie en action. Ouais. Alors, madame Rivasi, est-ce que vous considérez les chasseurs comme des écologistes ? Écoutez, moi, d'abord, je ne mets pas tous les chasseurs dans le même sac. Il y a des chasseurs que je vois, moi, dans mon village à Féline-sur-Émandoul, qui sont des chasseurs ruraux, qui connaissent effectivement très bien le milieu. Et d'ailleurs, ils chassent près de chez moi. Il y a une bonne entente. Par contre, il y a des chasseurs, on en donne des cartes le week-end, qui sont des chasseurs urbains. Et ils sont là pour faire du chiffre. Alors ceux-là, il faut s'en méfier comme de la peste. Parce que d'une part, ils tirent dès qu'ils voient quelque chose de bouger, d'où le nombre d'accidents. Et puis ensuite, il faut qu'ils fassent vraiment du gibier. Alors ça peut être des sangliers, ça peut être des chevreuils, etc. Donc ceux-là, ils connaissent rien du milieu, puisque ce sont des gens, si vous voulez, qui s'exportent. Ils ne connaissent rien
de notre Drôme, rien de ça. Allez, on va essayer de tous pouvoir ne parler. mettons pas Réaction, tout le Monsieur monde Chaillot, à ce dans que vous le venez même d'entendre. Non, je partage pas du tout, bien sûr, cette opinion. Non, les chasseurs urbains ou les chasseurs extérieurs, hein, les gens ont l'habitude de dire étrangers quand ils ne sont pas du département, mais les chasseurs extérieurs sont des chasseurs qui sont aussi respectueux de l'environnement drômois que les autochtones. Écoutez, Donc, quand ils moi, viennent... j'ai des exemples précis, puisqu'ils montent en 4x4. Alors, ils ont des super 4x4, hein, vos chasseurs urbains. Hein. Et quand ils viennent, je dis non, vous ne passez pas parce qu'il y a un contrat avec les chasseurs locaux. On ne dérange pas les gens à 6 h du matin pour faire le pied de sanglier, etc. Et c'est eux qui le font. Comme ils ne connaissent pas le secteur, eh bien, c'est eux qui dérangent les gens. Vous pensez bien Voyez, qu'on moi, va la pas, chasse, on je va ne pas, suis on pas va pas contre. donner, Hein. on va pas Mais donner cela, à pas quelqu'un qui question. ne connaît pas le territoire la possibilité d'aller faire le pied, puisque précisément il ne connaît pas le territoire. Donc on va offrir ils effectivement le ce privilège aux chasseurs locaux qu'ils connaissent. Et puis à force de venir, de toute façon, les extérieurs finissent par avoir une très très bonne appréhension du territoire, du terrain, et savent où ils vont. Quant au dérangement des autochtones et des riverains, je voudrais que ça me soit démontré par une réalité. Tous les jours, écoutez, je vous amène à la maison, il y a des balles sur mes volets, parce que les gens, ils peuvent tirer à moins de 150 mètres des maisons. Et il y a eu plusieurs remontrances, mais c'est jamais les chasseurs locaux. On n'a pas le droit de tirer à moins de 150 mètres des maisons. Et quand on fait passer le permis de chasser, on apprend bien aux gens qu'il ne faut pas tirer en direction des maisons. C'est comme la sécurité routière, monsieur. Hein? Alors, je vais intervenir parce qu'on vous a posé cette semaine la question sur ce thème éminemment délicat et polémique. Les chasseurs sont-ils les premiers économistes de la région et de France? Évidemment écologistes, évidemment des avis extrêmement tranchés. Et je vous en livre d'abord, et puis je vous ferai réagir d'abord, Monsieur Chailloux. L'écologie vise à maintenir les équilibres entre activités humaines et les évolutions naturelles, et non à détruire la nature par plaisir. La faune par plaisir. Les chasseurs, loin de participer à la bonne marche de la nature, sont de vulgaires meurtriers aux motivations égoïstes. Vous êtes un meurtrier, Monsieur Chailloux? Je laisse à cette personne le soin de dire de qualifier comme elle le veut les chasseurs. Ça vous étonne pas? En tout état de cause. Discours. C'est un discours extrémiste, c'est un discours qui ne signifie pas grand-chose, parce que dans la mesure où on participerait à une destruction totale du gibier, on tuerait la poule aux œufs d'or, comme on dit, donc on n'aurait plus de possibilité d'aller chasser. Donc on est très garant, effectivement, des équilibres de la faune dans les territoires, et de conserver une quantité de faune qui correspond en fait au biotope dans lequel elle est logée. Oui, il y a des introductions qui sont faites quand même. Allez, à l'inverse, autre type de propos que nous avons reçus, les chasseurs, eux, agissent et ne font pas que du blabla, yaka, faucon. C'est Hélène de la Voulte. Les chasseurs sont les seuls connectés avec la réalité du terrain, pas comme les écologistes anti-tout. L'écologie doit être une attitude, en aucun cas un parti politique. Réaction, Madame Rivasi. D'abord, moi je pense qu'il n'y a pas la guerre entre nous. Moi j'ai tas d'exemples où on a travaillé ensemble pour gérer au mieux un territoire. Je parle par exemple de la forêt de Soux, mais je sais qu'au conseil régional, il y avait un schéma d'orientation pour les corridors biologiques. Et il y avait par exemple la FRAPNA, il y avait la Fédération de la chasse, il y avait la LPO qui s'occupe des oiseaux. Donc, il ne faut pas se faire de la guerre, parce qu'il y en a suffisamment autour de nous. Je pense que, de façon intelligente, on est capable de trouver des Madame compromis. Rivasi, souvent les associations de protection de la nature équilibré. ont souvent un discours qui est anti-chasse et relativement radical, ce discours. Mais il y a deux, mais vous savez, dans toute structure, il y a des structures extrêmes. Il y a des gens qui sont très anti-chasse parce qu'il y a eu une pratique de la chasse, c'est ce que je vous disais, moi je l'ai vécu chez moi, où c'est pas des gens du secteur, et c'est des gens, si vous voulez, qui connaissent mal le milieu. Mais ce discours, du coup, alimente un certain nombre de préjugés. Rentabiliser leur carte. Vous voyez, ils ont acheté une carte à la journée. Bon, ceux-là, c'est pour moi des extrêmes de la chasse. Par contre, il y a des chasseurs où on est capable de travailler ensemble. Et prenons les côtés positifs. Et je pense qu'à la forêt de Soux, par exemple, on trouve des compromis pour leur dire, et moi je suis intervenu. Monsieur Chailloux, on aurait souhaité effectivement, l'expérience de la Drôme est à cet égard très très intéressante. On a structuré la Drôme depuis 2012 en 35
zones de chasse, 35 pays, 35 groupements de gestion synégétique. Donc ils sont là pour refaire un inventaire de la faune, un inventaire de la flore, et puis traduire en termes de référence les orientations que l'on peut être amené à prendre au niveau des CDCFS. Vous avez participé à notre CDCFS, Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, Merci. qui détermine les plans de chasse. On a un plan de chasse triennal. Donc pour pouvoir réaliser effectivement une communion parfaite de tous les acteurs, on avait invité justement pas Europe Écologie Les Verts, mais les représentants de la LPO et de la FRAPNA, qui ont décliné l'offre. Donc ils ne participent pas à nos comités locaux de gestion, ils ont décliné. Ils ont décliné, et Roger Mathieu lui-même m'a dit, à une réunion que j'avais à Sous, Roger Mathieu. Qui était le responsable de la responsable FRAPNA, de la Drôme à Merci. l'époque. Voilà. À l'époque, Merci les on a Drômois. dit, mais de toute façon, nous n'avons pas les moyens. Mais non, ils n'ont pas les moyens. Et ce sont ceux-là qui sont opposés à la chasse, parce que ce sont des véritables intégristes. Rappelons qu'à Cray, quand même, au siège de la Fédération, il y a aussi le siège de l'ASPAS, représenté. Il n'y est plus, M. Athanas. Oui, mais c'est la caricature peut-être des faits. Je vais vous couper parce que je dois expliquer quelque chose, téléspectateurs. Madame Rivasi, s'il vous plaît. Si nous avons décidé de consacrer ce débat à la chasse, c'est que le Conseil régional, vous le savez sans doute, a voté la semaine dernière une subvention de 3 millions d'euros qui sera donnée pendant 3 ans. C'est un partenariat qui est en fait une première en France, de par son ampleur. Est-ce que c'est un chèque en blanc ou est-ce que c'est derrière une vraie démarche contractuelle ? Non, ce n'est pas un chèque en blanc, c'est une démarche contractuelle. C'est un engagement qui a été pris au travers d'une convention de réaliser un certain nombre d'études au travers Vous avez établi ce que vous appelez des fiches actions, c'est ça ? Il y a 18 fiches actions qui ont été établies, qui concernent la biodiversité, qui concernent le partage de la nature, qui concernent le grand gibier, la remise en état le grand gibier comme le petit gibier, les prédateurs, la remise en état des milieux naturels, la reconstruction de haies. En fait, tout un tas d'éléments favorables justement à une biodiversité favorable et au petit gibier et au grand gibier, sans qu'il y ait des surdensités de population. C'est plutôt une démarche constructive ou je dis ça comme une démarche constructive ? Quand on regarde ce budget... Il y a l'Office national de la chasse, dont le rôle est de faire ça. On leur donne un budget de 120 millions d'euros par an et ils sont déclinés, ces gens-là, il y en a dans les régions, il y en a dans les départements. Leur rôle, c'est de faire un suivi de la faune et de la flore, de connaître la biodiversité, etc. Maintenant, moi, ce que je n'accepte pas de M. Vauquier, c'est qu'il leur donne 3 millions d'euros à une fédération régionale de la chasse dont l'objectif, c'est pas la conservation de la biodiversité. Pourtant, ça fait bien partie des engagements... Mais oui, mais attendez... Pourquoi dites-vous que ce n'est pas la conservation de la biodiversité ? Que ça participe, peut-être, mais c'est 40 fois les subventions qu'on vous donnait avant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et on supprime en même temps les subventions à la FRAPNA. On supprime les subventions à LPO. C'est maintenant les chasseurs qui vont rentrer dans les classes pour dire, voilà, on va vous faire de l'éducation de l'environnement. Mais de qui se moque-t-on ? Chacun a son rôle. Vous avez votre rôle, je le respecte. Mais la FRAPNA a son rôle. Heureusement qu'ils sont là pour, justement, ils ont une connaissance et en même temps, ils défendent, des corridors biologiques. La LPO, c'est pas vous qui allez défendre les oiseaux. Regardez ce que font les chasseurs en Ardèche. Ils sont en train de tuer... Alors moi, j'amenais des classes à l'époque. Eh bien, on avait mis justement des lunettes pour voir les oiseaux. Eh bien, je me suis fait chasser par les chasseurs. Madame Rivasi, on va laisser M. Chailloux répondre. Menacé par les chasseurs. Oui, alors, vous n'allez pas me dire que c'est les écologistes. Parce qu'il faut quand même relativiser effectivement l'importance des fonds qui ont été alloués par le Conseil régional. Quand on regarde effectivement les sommes, quand on regarde le chiffre d'affaires... Vous receviez combien avant ? Madame Rivasi, on va laisser M. Chailloux. Quand on analyse le chiffre d'affaires qui est réalisé par les chasseurs, et donc qui contribue quand même assez sensiblement à l'économie, c'est 300 millions d'euros au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 300 millions d'euros. Mais donc qui viennent d'où ? Mais c'est les chasseurs qui payent, c'est le chiffre d'affaires dégagé par les chasseurs. Eh ben, vous n'avez pas besoin de 3 millions d'euros alors. Informez-vous. Vous n'avez pas besoin de 3 millions d'euros. Mais au niveau national, ça fait même 30 milliards d'euros qui sont réalisés effectivement par le monde de la chasse. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent public puisque vous avez autant d'argent. Quand vous regardez une pendule comtoise, quand vous regardez le balancier, et si elle fonctionne, il ne reste pas toujours à gauche. Donc l'idée, c'est qu'en fait, c'est un rééquilibrage. C'est un rééquilibrage pour vous naturel, c'est un rééquilibrage normal. Parce qu'on a bien vu qu'il y a une politisation du débat. Si j'ai bien compris, en tout cas, ce que vous avez pu dire dans la presse ces derniers temps, vous la regardez. Non, madame. Alors là, j'ai une question, parce que cet argument, il est un peu spécieux malgré tout, puisqu'on pourrait dire aussi que la majorité socialiste, qui dirigeait avant le Conseil régional, finalement, acheter une partie de l'électorat écologiste en finançant un certain nombre d'associations qui étaient très nettement marquées à gauche et écologistes, comme la FRAPNA, Colaï de protection des oiseaux. D'acheter, c'est l'histoire de répartir.
La Fédération régionale de la chasse avait des subventions. La FRAPNA avait des subventions. LPO, la CRIRAD, par exemple, eh bien, il faisait des mesures de radioactivité. Eh bien, M. Vauquier les a supprimées. Donc, c'est pas... Vous voyez, attendez, il faut regarder. Il donnait à tout le monde parce que tout le monde a un rôle dans la société. Comme vous, vous avez un rôle, et je le reconnais. Mais de là à dire, on leur donne 3 millions et on supprime tout le reste, ça, c'est vraiment dramatique. J'ai quelques petites questions parce que le temps avance. Combien de cartouches tire un chasseur en moyenne par an? 6. Une boîte de cartouches va faire 3 ans. D'accord. Pas plus. Pas plus. D'accord. Sur combien de Et une chasseurs dernière chose, si jamais il n'y avait pas de chasseurs en France, imaginons une France sans chasseurs. Oh bah vous auriez des sangliers au parc de la Tête d'Or, vous auriez des sangliers au parc Jouvet, donc À Valence. à Valence, donc il y aurait une explosion effectivement de la faune sauvage, avec toutes les conséquences que cela représenterait en termes d'accidentologie, notamment sur les routes. Ça aussi, c'est un dossier Mais c'est vrai, que dans mais je l'économie, reconnais, c'est un dossier mais je utile. ne dis rien Donc on d'ailleurs. va financer le balisage Oui. des routes aux endroits où il y a des grosses densités d'animaux, de façon à les effrayer pour éviter des accidents de la route. C'est une illustration, par exemple, de ce que Oui. l'on va faire. Enfin, Merci. Et l'Office qui est national utile. de la chasse peut le faire aussi. L'Office national de la chasse travaille avec Et nous là- au travers de l'OGFA. Et j'ai oublié de Je sais pas si rappeler vous connaissez qu'il y la avait à peu structure. près 120 000 chasseurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Christian Chailloux d'avoir participé à notre Je vous en émission. D'autant plus que j'ai suivi un certain nombre de refus parmi les autres fédérations de la région. Merci Michel Rivasi d'avoir participé à Dimanche en politique. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à fabriquer cette émission. Alors la semaine prochaine, Si vous me permettez, dans Dimanche en politique, allez-y, je sais que vous vouliez lui donner un livre, mais là, il faut absolument que je termine l'émission. Allez-y, il y aura donc un after. Voilà. La semaine prochaine, émission diffusée Grande Région. Yannick Cusy sera au sommet de l'élevage à Clermont. Et mon confrère va se demander si la crise de l'élevage est terminée. Dimanche en politique, c'est aussi sur les réseaux sociaux avec le bonus. Vous entendez peut-être, il part à côté de moi. À 12h10, Francis Hôtelier reçoit François Fillon pour la suite de Dimanche en politique. Quelques images à caractère commercial. Et tout de suite après, le journal régional. Bonne journée.